Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien, votre guide bien-être avec le spécialiste en France du bien-être, Ali Rebéi. Bonjour Ali. Rien que ça, bonjour Agathe, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sport national, la météo. Pourquoi sommes-nous obsédés par le temps qu'il fait et qu'il fera demain? Et surtout, pourquoi la météo a le pouvoir de réguler le thermomètre de nos émotions et d'influencer notre caractère? Pourquoi le mauvais temps peut nous rendre tristes ou de mauvaise humeur? Pourquoi, avec l'arrivée du printemps, certains vivent une véritable renaissance, comme vous Agathe? Par quel mécanisme subtil notre humeur peut dépendre des températures, du niveau de lumière ou encore du vent? Sommes-nous exactement les mêmes en hiver ou en été? Et puis, vous verrez que le type de temps qu'il fait dans un pays influence également ses relations sociales, sa manière d'être. Bref, la météo révèle l'âme des peuples. On n'est pas exactement les mêmes à Marseille ou à Stockholm. Alors aujourd'hui, nous recevons l'ingénieur prévisionniste et météorologue Louis Baudin qui va nous prouver que nous sommes tous météo-sensibles. Nous verrons avec le designer Jean-Gabriel Cos que les couleurs de notre environnement ont un impact totalement différent sur notre morale selon les saisons. Nous ferons aussi une expérience en plateau pour prouver que la météosensibilité se transmet aussi par les sons, sans oublier évidemment notre grand maître du bien-être qui fait la pluie et le beau temps sur ce plateau, le psychiatre Christophe André. Salut les amis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais aller de droite à gauche aujourd'hui. André Manoukian. Bonjour. Daniel Jerkens. Bonjour. Elsa Wolinski. Stan Gusman. Est-ce que la première chose que vous avez faite ce matin, c'est de regarder la couleur du ciel? C'est pas la première, mais moi je suis content. Il y avait de la lumière. Moi, j'ai observé, mais pas la couleur du ciel. J'ai regardé sur mon téléphone quelle était effectivement la météo prévue. N'écoutez pas ça, Christophe André, ça pourrait vous faire mal qu'on ait regardé un écran avant de regarder la nature. Au lieu du ciel. Christophe André, première question, d'un point de vue neurologique, le temps qu'il fait peut influencer notre morale quand on se réveille, quand on jette un coup d'œil à l'extérieur? Oui. Le temps a un effet sur nous. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur l'effet du temps, les phases de la Lune, etc., qu'il va falloir nettoyer. On va essayer de le faire, je suppose, pendant cette émission. Mais ce qui est très important aussi, c'est de comprendre que lorsqu'on veut étudier scientifiquement les effets du temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans l'air. Si vous prenez l'exemple du beau temps, le beau temps, c'est à la fois de la luminosité, de la température accrue, c'est aussi des pressions atmosphériques élevées, c'est aussi des facteurs sociologiques. On va se vêtir plus légèrement, on va sortir davantage, rencontrer beaucoup plus de monde. Donc, lequel de ces ingrédients fait que le beau temps a un impact sur nous? Pour autant, on a quand même des études assez solides qui montrent, par exemple, que par beau temps, il y a moins d'admissions aux urgences psychiatriques ou qu'on a des comportements plus altruistes. Donc, tout ça nécessite à la fois de la nuance, mais aussi de la curiosité. Et dernier point, quand même, je voudrais rassurer les téléspectatrices et téléspectateurs qui habitent dans le Nord ou en Lorraine. Le temps joue sur notre morale, mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent nous donner bon moral que l'on se trouve en France et sur la planète, les choses vont bien se passer, quel que soit le temps qu'il fait là-haut. Et puis, rien n'est simple, Christophe. Certains peuvent déprimer sous un soleil écrasant et être complètement euphoriques quand un orage survient. C'est un peu le cas peut-être d'Elsa. Moi, je déprime quand il fait beau et je reprends vie quand il pleut. Christophe. Complètement. Oui. La météo, c'est un peu comme la psycho. Ce sont des arts assez compliqués. Il y a beaucoup de surmesures. Et effectivement, on sait par exemple que l'effet que va avoir le beau temps ou la pluie sur nous dépend du temps qui aura précédé quand même. C'est-à-dire, si on sort de 15 jours de pluie, le moindre rayon de soleil, c'est l'extase absolue. On sait aussi que ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. S'il y a une énorme tempête, alors qu'on est enfermé avec son amoureux et son amoureuse, on va trouver la tempête beaucoup plus charmante que si on est tout seul ou avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Et puis surtout, il y a, et ça on le comprend de mieux en mieux aujourd'hui, des types de météosensibilité très différents qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est quoi qu'il en soit, on est tous météo-sensibles. C'est le titre du dernier livre du météorologue Louis Baudin que nous accueillons tout de suite sur ce plateau. Bonjour Louis Baudin, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Vous êtes ingénieur prévisionniste et météorologue. On vous retrouve sur une grande chaîne concurrente et sur RTL. Et vous avez publié un livre intitulé « Nous sommes tous météo-sensibles » chez Albin Michel. Alors première question, depuis quand sait-on que la météo influence notre morale ?
Depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, on peut remonter à l'Antiquité et on avait déjà des philosophes qui cherchaient le lien, en tout cas, avaient fait un lien direct entre la météorologie et le comportement de certaines populations, de certaines villes. Vous savez, quand même, très tôt, on a pensé à étudier les villes en fonction de la météorologie locale. Donc ça remonte vraiment à très, très loin. Alors je le disais en introduction, difficile de dire de manière définitive que le soleil rend heureux, que la pluie rend malheureux. C'est un peu simpliste. Ce que vous écrivez dans votre livre, en tout cas, c'est que le décalage entre nos émotions du moment et la météo, eh bien, ça peut créer un malaise. Exactement. C'est quand on n'est pas au rendez-vous, quand la météo n'est pas au rendez-vous de notre humeur, là, on peut créer des déséquilibres. En fait, c'est ça le fondement. On parle de la façon dont la météo influe sur notre humeur. On est allé vérifier tout ça dans la rue. Marie-Trey Stéphanie a tendu son micro au même endroit à Paris, mais à quelques jours d'intervalle et à quelques degrés de différence aussi. Regardez les résultats. Quel est l'impact de la météo sur nos humeurs? Je suis allée poser la question aux promeneurs du parc Monceau à Paris. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On se sent agréablement bien, pour une fois qu'on a du beau temps. Aujourd'hui, je me sens extrêmement bien. Oui, parce qu'il fait super beau. Parfaitement bien. Très heureuse. Ah mais encore plus heureux qu'elle. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, c'est le printemps. Moi, dès que le matin je me réveille et que je vois un rayon de soleil, ça illumine ma journée. Moi, dimanche, j'étais au parc de Saint-Cloud et j'ai même enlacé un arbre, puisque maintenant, c'est mon nouveau truc. C'est beaucoup plus agréable de se promener quand il fait beau, sans moins le stress. Donc je pense qu'effectivement, ça agit beaucoup sur la bonne santé mentale. Et quand vous commencez une journée et qu'il pleut? Je me sens triste, j'ai pas envie de me lever de mon lit, on a envie de rester à la maison. Oui, c'est sans doute vrai, mais comme je suis breton, je vais dire non, je ne suis pas d'accord. Comme il fait plusieurs fois par jour beau, voire mauvais en Bretagne, on est obligé de s'adapter. Est-ce que si je reviens dans une semaine et qu'il pleut des trombes, est-ce que vous serez aussi souriante? Vraiment, ça sera... Ah ouais? Non. Bon, on sera pas là. Clairement, moi s'il pleut, je viens pas ici. Et pour aller au bout de l'enquête, je suis donc retournée au parc une semaine après, sous la pluie. Toute la pluie tombe sur moi. Alors vérifions si le moral des gens est toujours au beau fixe. Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour Bel et Bien? C'est pour France 2. Vous pouvez répondre à mes questions? Vous voulez pas répondre à mes questions? Premier constat, les aborder s'avère beaucoup plus difficile. Ils sont pas d'humeur aujourd'hui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pas top, hein. C'est un peu triste, il fait gris. Ah ouais? Non. À cause de quoi? La pluie, le ciel gris. Mais moi j'adore la pluie. Voilà, il pleut, donc c'est plutôt tendance automne quand même, donc plutôt, je sais pas, plutôt nostalgie. J'aurais voulu qu'il fasse beau comme hier et avant-hier. Là c'est morose, mais bon ça va. C'est morose, d'accord. Ouais, faut être optimiste dans tous les cas. Écoutez, on essaye de s'adapter, voilà, regardez, c'est bon et parapluie. Quand il fait pas beau, les gens, ça augmente les dépressions. À ce stade de l'enquête, je sollicite l'avis du véritable expert du parc, le vendeur de gaufres. Lorsqu'il fait pas très beau, les clients ont tendance à être un peu plus dans leur petite bulle, alors que quand il fait beau, tout le monde a envie de parler à tout le monde. Quand il fait mauvais, souvent les clients prennent un peu plus de chocolat, de caramel. Alors que lorsque c'est le beau temps, les clients ont tendance à manger moins sucré. Là, vous avez votre dose de sucre et de vitamines. Voilà. Bon, j'ai trouvé la solution pour affronter le mauvais temps. Merci. À plus tard. Voilà. Elle le mérite, Marie. Marie le mérite, mais là, les vitamines, j'ai un petit doute. Je dirais plutôt colorant. Réaction, Christophe? Oui, les vitamines, c'est peut-être un peu en carence dans la gaufre. Non, mais alors après, c'est très compliqué parce qu'il y a le déclaratif, ce qu'on pense, et puis il y a la réalité. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, culturellement, on associe la pluie à la tristesse et le beau temps à la joie. Mais une fois de plus, quand on commence à rentrer un peu plus dans le détail, il y a tellement d'autres facteurs que tout ça est à nuancer. J'avais une question. Là, on a donné l'exemple de la pluie, mais en quoi le soleil peut être déprimant? Est-ce que vous avez un truc concret où on pourrait se dire « Ah non, il fait beau ». Attends, Oui, mais bien sûr, c'est d'ailleurs toute la définition du beau temps aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le beau temps? Quand s'accumulent des jours et des jours de soleil, ça veut dire de la sécheresse, ça veut dire un organisme qui commence à s'adapter un petit peu moins bien. On le voit bien, quand une période de canicule commence, au début on est content, et puis au bout de 3-4 jours on dit je commence à fatiguer, et puis au bout de 10 jours on va dire oh non, il y en a marre, il ne pourrait pas y avoir un petit peu de pluie. Et puis alors ça c'est dans nos latitudes, mais quand vous descendez vers les tropiques, vers les endroits où la sécheresse sévit, là oui, la chaleur, le soleil, c'est pas une bonne nouvelle. Et au contraire, la pluie est la vie, donc on attend la pluie pour les cultures, et on rêve de nuages et on rêve de pluie. Donc effectivement, tout est relatif en fonction de l'endroit, puis aussi de la nécessité, bien sûr. Et vous, Louis, vous êtes météo-sensible?
Oui, je suis météo-sensible. Oui, oui, je le suis. Mais en fait, si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que je le suis. C'est parce que moi, je suis connecté à la nature. Le secret de ce livre, c'était quoi? À la fin, on va pouvoir débattre de ce qui nous influence. Non, mais l'idée, c'est de se reconnecter. Moi, mon idée, c'était ça. C'est de reprendre conscience qu'on vit dans cette nature, qu'on doit donc apprendre à la respecter, qu'on doit apprendre à s'adapter aussi, ce qui nous permettra de nous développer. Donc c'est ça l'idée de fond, c'est qu'effectivement on reprenne conscience que là, en ce moment, on vit, hein, il y a une pression, une température, une humidité qu'on subit, et donc on vit avec, et toute notre vie, on vit avec cet environnement. Donc il faut réapprendre à le connaître, il faut réapprendre à voir comment il agit sur nous. Et effectivement, on a tous des comportements différents, mais à la fin, ça nous apporte un petit peu plus, ça nous donne un regard un peu différent. C'est marrant, je ne sais pas si vous connaissez Christophe André, mais vous allez devenir très potes. Vous allez voir, dîner ensemble, vous allez voir, puis ce sera des vacances après. Moi, je voulais dire aussi cette chose, je suis complètement d'accord avec vous, mais je dirais même qu'il faut affronter. J'habite à la montagne, quand il pleut à Chamonix, c'est waouh, c'est ardos parce que on peut. Donc si on reste chez soi et qu'on regarde la pluie tomber, ça, là c'est déprimant. Par contre, une fois j'ai craqué au bout de 3 jours de pluie, j'étais avec un pote, je lui dis viens, on est sorti, on s'est mis des parkas et on est monté au Mont-en-Vert à pied, en courant. On a traversé, du coup, les biches sortent, les chamois sortent. Tout d'un coup, il y a un rayon de soleil, la terre se met à fumer. On arrive là-haut, c'était noir. On rentre dans le refuge, le mec, il nous regarde, il fait « Mais d'où vous venez? De là-haut? Non, on vient d'en bas. » Et on attendait le train pour redescendre. Il est parti, le train, il n'y en a plus. Donc, mais c'est un des plus beaux souvenirs qu'on ait quand on affronte, parce que avec juste un bout de plastoc, une parka, on se met à avoir très chaud là-dessous. Et c'est super agréable. Et puis, je ne vais pas vous chanter la chanson de Brassens, un petit coin de parapluie. Donc il y a des choses formidables qu'on peut faire sous la pluie, vraiment. Moi, j'ai vécu récemment un moment d'euphorie en me promenant en forêt, surpris par la pluie. Je n'avais pas de protection. Et j'ai vécu un moment de plaisir inouï pendant 1 heure d'être sous la flotte. Et voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. De sentir l'eau couler sur votre corps, vos muscles chauds. Non, en revanche, il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est que l'orage, Louis Baudin, peut être un peu apaisant. Quand on est chez soi sur son canapé avec son chocolat chaud, ça fait l'inverse comme sensation. Comment on explique ça? Mais ça, c'est le contraste. C'est-à-dire que le danger est dehors, le danger, on le voit, on le sent, et en même temps, on est à l'abri, on est protégé de ce danger. Donc ça, c'est une sensation qui est agréable, parce que historiquement, c'est clair qu'on a eu à se déplacer, on a eu à se défendre, et donc il reste cet inconscient qui est comment on se protège de ce danger, quel qu'il soit, qu'il soit naturel. C'est une espèce de victoire archaïque, quoi. Et voilà, on se dit, ça y est, archaïque, et là, on a effectivement ces murs qui nous protègent, et au contraire, on voit cette adversité, et souvent, c'est assez beau d'ailleurs. Et vous parlez dans votre livre de la peur panique des orages, ça s'appelle l'astrophobie. On a vérifié cette astrophobie chez les animaux. C'est profondément ancré en nous, cette peur que le ciel ne nous tombe sur la tête. Oui, parce qu'il y a un caractère dangereux, il y a un caractère inattendu. Invisible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'orage, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on l'a intégré, mais imaginez quelques centaines d'années en arrière, ça pouvait arriver brutalement, ça avait immédiatement des conséquences importantes, des inondations, ça pouvait tremper son habitat, ça pouvait... Donc évidemment, c'était quelque chose qui était dangereux. En plus, on pouvait être foudroyé, on pouvait se déclarer des incendies, ça pouvait être... Et ça, d'une manière très brutale et parfois surprenante, parce que souvent l'orage se produit à la fin d'une journée qui a plutôt été agréable. Et ça, je crois que ça a traversé les générations. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont sensibles. Mais quand vous avez vécu un orage en montagne, par exemple, on s'en souvient, parce que c'est quelque chose qui, à un moment, nous déclenche en nous un peu de peur, parce qu'il y a l'orage, parce qu'il y a de fortes pluies, parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et donc, on peut être en situation un peu précaire, un peu de danger. Comme les orages en avion. Traverser un bon orage tropical en avion... Christophe, on a conservé cette peur archaïque de l'orage. Oui, enfin, il n'y a pas que la peur archaïque. Moi, ma mère avait une phobie des orages, et chaque fois qu'il y avait un orage, elle nous mettait dans la vieille de chevaux pour rouler, parce qu'elle avait lu quelque part une étude comme quoi c'était une cage de Faraday, qu'on risquait rien dans une voiture sur ses pneumatiques en mouvement. Et donc j'ai passé tous les orages de mon enfance à l'arrière. Et vous êtes devenu psychiatre. Et alors, voyez comme ces choses-là laissent une trace quand même. Moi, je ne suis pas devenu phobique des orages, mais je connais par cœur la liste de tous les joueurs de rugby
qui sont morts foudroyés sur un terrain pendant un orage. Parce que vous pouvez être en train de jouer au rugby si vous êtes debout sur la pelouse et que la foudre vous tombe dessus. Donc, ces choses-là nous marquent. Mais pour ne pas parler que des orages, je voudrais vous Moi, j'avais pas peur, mais je flippe maintenant. Le golf, par exemple, c'est le seul sport où on arrête de jouer quand il y a un orage. Et oui, si vous êtes sur une surface découverte, c'est vous le paratonnerre. Et puis surtout, vous levez en... Oui, c'est ça. Un joli paratonnerre. Pour les malchanceux qui, effectivement, lèvent au mauvais moment. Mais enfin, pour ne pas se concentrer uniquement sur les orages, moi, j'ai un collègue qui fait des travaux très intéressants sur le ciel bleu. Et le ciel en général. Il nous a montré que le fait de regarder plusieurs fois par jour à l'horizon, le fait de lever la tête, de ne pas accommoder sur des objets proches, mais de regarder dans le ciel, avait un effet pacificateur de nos angoisses. Donc, un conseil aussi, quelle que soit la couleur du ciel, c'est regarder au loin, regarder l'horizon. Et souvent en ville, l'horizon, c'est plutôt vers le haut. Et ça a un effet apaisant, quasi mécanique. Et ce n'est pas pour rien que le bleu est la couleur préférée des Français et des Européens. Les travaux de l'historien Michel Pastoureau le montrent très bien. Parlons maintenant d'un autre phénomène météo, le vent. Le vent peut nous agacer. Je pense par exemple au Mistral à Marseille, à la Tramontane à Perpignan ou chez moi, le vent d'OTAN. Vous dites, Louis Baudin, que le vent peut nous rendre dingue, peut nous rendre fada. Oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a eu des études là qui vont toutes dans le même sens. C'est clair que ça nous impacte tous, effectivement, quand on n'est pas habitué. Moi, je sais que, par exemple, je ne m'installerai jamais dans la vallée du Rhône parce que je ne suis pas né avec ce vent, parce que je n'ai pas l'habitude de voir ces arbres penchés. Vous avez vu, dans la vallée du Rhône, les arbres sont penchés tellement ils poussent avec ce vent. Et effectivement, il a un impact très fort, alors à la fois sur notre peau, à la fois avec le bruit, à la fois avec le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ce vent qui peut être gênant pour se déplacer, et qui va souffler tout au long de la journée, et qui se moque totalement de notre rythme et de notre vie. Et en plus, quand ce vent vient de terre, il est encore plus dangereux parce qu'il transporte des ions, il transporte des microparticules qui impactent encore plus notre physiologie et notre comportement. Donc c'est vraiment un vent qui effectivement a un impact. Donc c'est le Mistral, c'est le vent d'OTAN en région toulousaine, qui est vraiment un vent très désagréable parce qu'effectivement c'est un vent de terre, ce qui n'est pas le cas des vents marins. Parce que si vous avez remarqué, tous les centres de thalassothérapie, tous les centres qui cherchent le bien-être de la personne, se sont dès le XVIIIe siècle développés en bord de mer. Parce qu'on s'était rendu compte que la brise de mer, donc le vent qui vient de mer, à l'inverse, lui, transporte des ions qui sont plutôt positifs et bons pour l'organisme. Bon, et d'ailleurs, Louis, les phénomènes extrêmes liés au vent, comme les ouragans ou les tornades, font partie de notre fascination pour la météo depuis la nuit des temps. Stan, en tant que journaliste d'investigation de l'extrême, vous êtes allé enquêter sur ce sujet. Le prix Albert Londres me tend les bras après cette chronique. Bref, si Ali Rebéi est le spécialiste du bien-être en Europe de l'Ouest, Louis, vous êtes la référence mondiale en matière de météo. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de votre présence pour répondre à des grandes questions existentielles que je me pose sur le temps. Vous êtes d'accord? Je vous pose ça en rafale. Pas de problème. Ça va décoiffer. Attention, vous êtes prêts? Top. Qu'est-ce que le cumulonimbus? Une forme de nuage ou de préliminaire? Non, une forme de nuage. Forme de nuage, ok. Qu'est-ce qui est jaune, qui monte et qui descend? Un poussin dans un ascenseur ou le soleil? Le soleil. Bonne réponse. Quelle est la ville la plus pluvieuse de France? Brest ou Biarritz? Non, c'est la Réunion. Je l'avais pas. Putain, fort. Facile. C'est même le record du monde. C'est vrai? Oui, c'est là où il y a plus plu. Hein. C'est plus de 10 mètres de pluie dans une année. 10 mètres. Alors que c'est moins d'1 mètre en moyenne sur la France. Mais et du coup, c'est Biarritz ou c'est Brest? Alors, Biarritz. C'est Biarritz. C'est chez vous. J'en doutais. Quand est-ce qu'aura lieu la crue centenale à Paris? Pardon? Quand est-ce qu'aura lieu la crue centenale à Paris? J'en sais rien. Très bien. Et enfin, vous qui maîtrisez l'éphéméride comme personne, dans le calendrier grégorien, quand est-ce qu'a lieu la Saint-Ali? Ah, ça, j'en sais rien non plus. Moi, je fais la météo, moi, je ne vais pas calendrier. Bon, j'avais d'autres questions à vous poser, Louis. Plus sérieusement. Pourquoi, depuis la nuit des temps, la météo a toujours fasciné les hommes? Pourquoi le bulletin météo est le programme télé le plus regardé par les Français, juste derrière Bel et Bien? D'où nous vient cette force d'attraction? Ne dites rien, nous avons mené l'enquête avec tout le bureau d'investigation de Bel et Bien, une enquête sans concession sur les Français et leur fascination pour le temps. Regardez, on en parle juste après.
Et si on commençait par parler de la pluie et du beau temps avec celle qui les incarne quotidiennement sur France 2, Chloé Nabédian. C'est une passion française, la météo? Je crois que c'est une passion mondiale. Vraiment, quand j'ai voyagé aux États-Unis, quand vous arrivez dans un hôtel, vous n'avez pas CNN, par exemple, sur les chaînes, vous avez Weather Channel. C'est la première chaîne des États-Unis, en fait, qui est visible partout. C'est leur chaîne météo. Lorsque je vois ce qu'ils font, voilà, je suis vraiment impressionnée. Et il y a de quoi, mais nous ne sommes pas en reste. Cette passion pour la météo est également partagée par des millions de Français et parmi eux, Emmanuel, météorologue amateur. Pour mes amis, pour la famille, oui, je suis monsieur météo. Souvent, on me demande voilà, quel temps il va faire dans tel endroit du monde dans une semaine. Avec son complice Nicolas, ils ont installé une station dans leur jardin de Seine-et-Marne qui collecte des centaines d'informations qui s'ajoutent à celles du réseau Météo France. Là, c'est une journée exceptionnelle là, pour la saison. Là. Plus de 19 degrés, quasiment 20 degrés. Ouais, on est 12 degrés au-dessus des normes de saison et on est proche des records qu'on avait battus il y a 2 ans. Donc potentiellement une des journées ou la journée la plus chaude de février depuis 60 ans. La météo, une obsession qui ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, elle a toujours fasciné, voire effrayé les hommes. On avait l'impression que c'était la main de Dieu, en fait, qui décidait de ce qui allait se passer ou pas au niveau de notre temps. Et en effet, sous l'Égypte antique, Ra, le dieu du soleil, était l'être suprême. Chez les Grecs, qui était le big boss de l'Olympe? Zeus et son courroux. Quant à nos ancêtres les Gaulois, même armés de potions magiques, ils n'avaient qu'une seule crainte, que le ciel ne leur tombe sur la tête. Pendant des lustres, devins et oracles faisaient alors la pluie et le beau temps sur Terre. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que l'homme comprit qu'il ne pouvait lutter contre la puissance des éléments, mais peut-être pouvait-il les anticiper. Vint alors l'âge d'or des dictons de grand-mère dont nos aïeux se souviennent encore. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut encore 40 jours plus tard. À moins que Saint-Barnabé lui coupe l'herbe de sous le pied. Les grenouilles groasses, c'est du beau temps. Mais bien sûr. Oui, des prévisions météo relativement fiables. Mais tout ça, c'était avant que la science ne s'en mêle. Et une fois encore, qui pourvoit au progrès, à la naissance de la météorologie moderne? La guerre. Surtout, c'est lors de la Première Guerre mondiale où là, on a commencé concrètement à créer l'ancêtre de Météo France, en fait, pour faire des prévisions précises et pour aussi protéger les soldats, parce qu'il y a eu une vague de froid sans précédent à cette époque-là. Et donc là, on était passé de 50 prévisionnistes à 2000 prévisionnistes météo en l'espace de 4 ans seulement. Et depuis cette époque, la météo a été mise progressivement à la portée de tous. Elle s'est d'abord invitée dans notre salon dès les années 50 avec les premiers bulletins météo. Les températures relevées hier à 13h, Le Puy 5, Aurillac 7, Le Puy-de-Dôme -3. Voici maintenant la carte de l'état des routes. Depuis, le succès d'audience des bulletins météo ne s'est jamais démenti, même si aujourd'hui, la technologie aidant, chacun peut étancher sa soif de météo à tout moment grâce aux applications spécialisées consultées chaque jour par 35 millions de Français avec une fiabilité à 3 jours de 92%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Mais alors maintenant qu'on a dompté l'imprévu climatique, pourquoi le temps nous obsède-t-il toujours autant? C'est que la météo peut nous réserver bien des surprises, comme ici. Et surtout, elle nous offre des spectacles à couper le souffle et on a beau avoir le nez dans les cartes toute la sainte journée, on n'en reste pas moins fasciné. Moi, je suis une fan des tornades. Et qu'est-ce qui te fascine là? En fait, ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir créer déjà un monstre du sol jusqu'en altitude qui peut être très très puissant. Il y en a qui peuvent faire des kilomètres. En fait, on ne peut rien faire face à ces éléments et je trouve que la tornade représente bien le fait que la nature, à la fin, elle aura toujours le dernier mot finalement. Et oui, entre tempêtes, typhons et ouragans, la nature n'a pas fini de nous fasciner. Preuve en est, les chasseurs de tornades dont certains Américains en ont même fait leur métier. Ou encore les films d'apocalypse qui cartonnent au box-office. Et pour que tout ceci reste dans le domaine de la fiction, hâtons-nous, sinon fort à parier que la météo du futur ressemblera un jour à ça. D'accord. Ça fait peur. Alors j'avais une première question pour Louis, à la lumière de ce qu'on vient de voir. Comment vous expliquez cette fascination pour les phénomènes météo extrêmes? En fait, parce que c'est extrême, justement, parce qu'on aime bien tout ce qui est caricatural. Et c'est clair, quand on voit un ciel effectivement totalement tourmenté, qui est exceptionnel, il y a quelque chose de fascinant. On a quand même aussitôt l'envie de regarder, on a envie, c'est un spectacle naturel extraordinaire. Alors c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, en France, on n'a pas beaucoup de phénomènes extrêmes. Mais c'est vrai que vous allez aux États-Unis, vous regardez passer un cyclone, vous regardez une tornade, ça a quelque chose d'assez fascinant. C'est quelque chose qui nous dépasse encore. C'est ce que vous disiez très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, la nature met en œuvre des forces qu'on n'est absolument pas capable d'égaler ou en tout cas de mettre au même niveau. C'est-à-dire que les énergies sont encore des millions de fois supérieures à toutes les énergies qu'on peut mettre, nous, en œuvre. Donc ça nous dépasse et ça a toujours un côté fascinant parce que ça l'a toujours été. Alors aujourd'hui, on commence à le prévoir un peu, mais imaginez que pendant des siècles et des siècles, vous lisiez, on s'en remettait à Dieu, on faisait une prière pour avoir de l'eau, pour avoir du soleil, pour échapper à l'orage ou au contraire l'attendre parce qu'on avait besoin de pluie.
aujourd'hui. Et bon, voilà, depuis quelques 150 ans à peu près, c'est devenu une science, c'est devenu quelque chose qu'on maîtrise un peu. Vous étiez très optimiste, 92% à 3 jours, merci, mais je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. Il faut rester très modeste avec cette science et ce rapport qu'on doit encore avoir à la nature. Et pour Christophe, j'avais une autre question. Les films d'apocalypse, les blockbusters, ça nous fait peur et pourtant ça cartonne. Moi-même, je vous fais une petite confession, je peux m'endormir devant 2012 ou le jour d'après. Je me sens bien alors que je regarde quelque chose sur la fin du monde. Je suis tordu? Oui. Vous êtes moderne, c'est-à-dire ce qui caractérise effectivement notre époque, c'est le goût pour l'effroi, le goût pour le frisson, mais peut-être parce que nous sommes dans une société qui nous offre un confort extraordinaire. Je pense que quand on se trouve dans un pays en guerre, dans un pays ravagé par des adversités épouvantables, on a moins envie d'aller voir des blockbusters sur la fin du monde, parce que la fin du monde, elle est devant notre porte, malheureusement. Merci Stan, et rassurez-vous, je viens de recevoir un SMS de ma mère, elle vous remet son prix Albert Londres personnel, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille d'ailleurs la lecture du livre de Chloé Nabédian, La météo devient-elle folle, publié aux éditions du Rocher. Bon, on n'a pas tous la même réaction, Elsa, vous le disiez en début d'émission, la même sensibilité face à la météo. Pour certains, le mauvais temps, c'est vraiment l'enfer, comme pour la grand-mère de Laura Felpin. Laura Felpin, elle est comédienne et humoriste, regardez. Le cafard avec un temps pareil, hein. En plus le Covid, plus le... Oh non, ça va pas, hein. Mais confiné en plus, non. C'est plus possible. Alors Elsa, vous êtes tout le contraire de la grand-mère de Laura Felpin. Et je suis un peu tout le contraire de tout ce que vous avez raconté dans cette émission depuis le début. Parce que moi, le beau temps, ça m'angoisse, ça me file le spleen. Vous posiez la question tout à l'heure, Stan, comment c'est possible que le beau temps, les gens n'apprécient pas. Moi, quand tout d'un coup, on dit il va faire très beau, pendant toute une semaine, ça va être génial, je commence à avoir des palpitations, j'ai des gouttes de sueur, et je me dis, merde, ok, il va faire beau, donc il va falloir être heureux, donc il va falloir sortir, être gai, donc ça veut dire se dénuder aussi, ça veut dire l'injonction de la minceur, l'injonction... Oui, pour les garçons, mais c'est vraiment l'injonction de, il faut s'épiler, il faut être... J'ai tout d'un coup l'impression que parce qu'il fait beau... Non, mais... André, j'ai dit un truc très sérieux parce que c'est quelque chose qui est douloureux. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais bien sûr, peu de gens le partagent parce que voilà, ça fait peut-être qu'être sensible ou être avoir des angoisses, on peut pas, on le raconte pas en général. Il vaut mieux être fort dans notre société. Mais c'est vrai que moi, le beau temps, ça m'angoisse, ça me stresse et je le vis pas super bien. Vous, autour de ce plateau, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous partagez ça ou je suis vraiment seule au monde? Alors moi, je ne partage pas du tout. Et d'ailleurs, là-dessus, pour prouver que j'ai raison et que vous avez tort, si tant est qu'il y a une différence, moi, ce que je remarque, comme quand il fait beau, il y a de la vitamine D. Donc, en gros, d'un point de vue du métabolisme, on a besoin du soleil, alors que la pluie ne nous apporte aucune vitamine. Donc, rien que pour ça, le beau temps est indispensable à nos vies, alors que la pluie, non. Ah, c'est vrai, là. Non, en fait, je vais couper la poire en deux, parce qu'en fait, moi, je crois que le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Donc, soit le ciel bleu qui dure trop longtemps, ou la pluie qui dure trop longtemps. Parce qu'effectivement, il y a besoin des deux. Il y a besoin du soleil parce que c'est la vie, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de soleil, la vie ne serait pas développée sur Terre. Mais il y a aussi besoin de la pluie, parce que s'il n'y avait pas eu de pluie, on serait comme sur Mars, et donc sans humidité, il n'y aurait pas de vie. Donc, il y a besoin des deux. Et d'ailleurs, on peut le voir quand on va dans les situations extrêmes, quand on va dans les pays nordiques où on manque de lumière, oui, la situation peut être déprimante, peut être très compliquée, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre dans ces conditions. Aller vivre en Suède, effectivement, en été, ça peut être très, très agréable, mais passer l'hiver suédois où il fait nuit pendant quasiment 5 mois, je pense que pour les gens de latitude un peu plus sud, ça doit être très, très compliqué. Et puis à l'inverse, moi, je ne me vois pas vivre sous les tropiques où je vais avoir 30 degrés tous les jours, pendant 365 jours, avec du soleil et la petite averse en fin de journée. Moi, j'aime bien les saisons. Donc voilà, c'est après, chacun de Mais moi, j'ai grandi sous les tropiques, où effectivement, le soleil se levait tous les matins à 6 heures, se couchait tous les soirs à 18 heures, absolument toute l'année. Ouais. Et encore aujourd'hui, d'une certaine façon, j'ai tendance à penser que quand il fait nuit, c'est fini, la journée est finie. Et je me rends compte que, bon, ça fait un certain temps que je ne suis plus toute jeune, mais que en vieillissant, je prends de plus en plus conscience et plaisir à la variété des saisons.
Et effectivement, le printemps qui arrive est une espèce de joie que je n'éprouvais pas du tout quand j'avais 18-20 ans, que je revenais en Europe. Et que la seule chose que j'avais connue jusque-là, c'était une petite saison des pluies ou une grande saison des pluies, mais en dehors de ça, toute l'année, il faisait beau et on était en short. Daniel, tout à l'heure, quand on abordait justement le sujet du fait que moi, ça m'angoisse et des injonctions de maillot de bain, de minceur, vous me partagiez que vous aussi, je crois que toutes les femmes, moi aussi, toutes les femmes, le côté vous allez devoir mince, ferme, épilée, bronzée, c'est saoulant. Excusez-moi, on a l'impression que je suis née dans le sud de l'Angleterre. Je pense que les hommes aussi, mais moi, Agathe, je suis toute très étonnée. Mais non, moi je suis toute blanche, donc forcément, c'est comme si j'étais née dans le Sussex. Donc il va falloir tout à coup montrer mes jambes, des petites varicosités dégueu. Mais là encore, la couleur du bronzage ou pas, ça dépend aussi des endroits. En Asie, aujourd'hui, le bronzage n'est pas un signe de bien-être. Au contraire, il faut garder la peau blanche le plus possible. C'est pour ça que vous voyez c'est totalement Asiatiques culturel, qui se promènent totalement protégés du soleil, sous une ombrelle et autres, pour effectivement bronzer le moins possible ou pas du tout. Donc après, ça dépend des codes en fonction de l'endroit où on vit. Alors c'est vrai qu'ici, on est plutôt maintenant à vouloir être bronzé l'été. J'ai envie de dire qu'un peu partout, les codes sont quand même beaucoup plus contraignants pour les femmes que pour les hommes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Moi, je voudrais faire mon coming out dans cette émission, donc effectivement... Pas d'excitation. Juste un coming out naturel, c'est-à-dire qu'effectivement, le beau temps, ça m'angoisse. Je pense que je ne suis pas seule. J'ai besoin d'un temps d'adaptation. Quand il commence à faire beau, quand les beaux jours arrivent, quand tout à l'heure vous parliez des journées qui se rallongent, moi les journées qui se rallongent, pareil, c'est pour moi un stress. Je me dis ça n'en finit pas. Je vous vois que vous me regardez, Christophe André, qu'il y a une grosse inquiétude sur mon cas. Mais justement, Christophe, est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous pensez qu'il faut un temps d'adaptation ou est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce temps d'adaptation ? En tout cas, les chercheurs qui ont planché sur le sujet disent qu'il y a clairement quand même des types de météosensibilité. Il y a des gens qui sont à peu près totalement insensibles à la météo, sur lesquels ça n'a pas d'impact. Il y a des personnes pour qui le soleil est quelque chose de très important pour leur morale, et si on les prive ou si elles en sont privées trop longtemps, elles commencent à être mal psychologiquement. Il y a des personnes à l'inverse, et donc vous êtes sans doute dans cette catégorie, c'est ce qu'on appelle les thérophobes, c'est ceux qui ont peur du temps chaud, ceux qui ont peur des températures élevées, etc. Et donc, eux, des doses de soleil trop élevées vont les propulser dans l'inconfort. Et puis, il y a des personnes qui, elles, ont une spécificité d'aversion au temps humide, à l'humidité. Donc, vous voyez, tout ça, on commence un petit peu à le repérer. Et ça n'est ni normal ni anormal. C'est comme d'être grand, petit, brun ou blond. Voilà, ce sont des types humains et auxquels chacun doit s'adapter. Alors en plus, j'habite en face d'un jardin, donc quand il fait très beau, tout le monde se balade. Il y a tous les jeunes couples avec plein de bébés, tout le monde est heureux. Mais je suis même avec mes enfants qui me disaient alors viens, on sort. Et je me dis génial, il va falloir faire semblant d'être super, en forme. Mais même l'apéro, c'est pas un truc qui vous stimule parce mais que moi déjà, je bois pas d'alcool, donc déjà l'apéro. Ah oui, voilà. Non, mais là, ça aussi, vous auto-aidez pas. Déjà, il y a ça. Non, mais c'est vrai que je dois avouer que je prends ma force. Je prends mon bonheur dans le mauvais temps, dans la pluie. J'adore la pluie, je ne sens pas la pluie. Je peux marcher des heures dans la pluie. Alors vraiment, mon plus grand bonheur, c'est quand il neige. J'ai l'impression d'être reliée avec le Père Noël, d'avoir un truc, genre, ça y est. Et on peut se cacher. Mais je pense qu'effectivement, il y a un lien avec son mal-être ou l'enveloppe corporelle, son attitude avec son corps ou son moi. Autre chose très, très importante qui pourrait réconcilier Elsa avec le soleil, Louis, il y a aussi l'impact de la météo sur notre sexualité. Vous n'y avez pas pensé, Elsa, quand même. Attends. Les études scientifiques ont validé que, ce qu'on savait déjà, ce qu'on pressentait en tout cas, l'arrivée des beaux jours réveille notre désir. Et l'été est bel et bien la saison où la libido est la plus débridée. Alors, comment ça se fait, Louis Baudin ? Tout simplement parce qu'effectivement, on le dit. J'ai le droit de poser la question. Les corps sont exposés parce qu'effectivement, le soleil, parce qu'il y a aussi une température, quand arrive l'été, qui correspond au confort de notre peau. Il faut savoir que la vie est la plus confortable pour l'homme d'une manière, j'allais dire, statistique, quand on est entre 15 et 20 degrés. C'est là où le corps s'exprime le mieux, où il est le plus confortable. Donc forcément, en tout cas pour les latitudes tempérées, parce qu'encore une fois, il faut relativiser. Oui. On est, nous, dans les latitudes où on a des saisons et autres. Les endroits, il n'y a pas de saison. Donc c'est heureusement qu'ils ont quand même une libido s'ils n'attendent pas le printemps, parce qu'il n'arrive jamais. Donc voilà, tout est... Non, mais c'est vrai que tout est relatif quand on te parle de météorologie, mais c'est clair que quand on arrive après un hiver
l'hiver qui a été relativement long, dans ces températures confortables, qu'en plus, effectivement, c'est un moment où on peut se croiser, on peut sortir, où on a cette envie d'échanger, de partager. Ben, évidemment, ces émotions, parfois, elles vont un peu plus loin, et puis on peut basculer sur la sensualité, on peut basculer sur des émotions, sur des sentiments, et effectivement sur quelque chose qui va nous rapprocher de manière très, très naturelle. Donc la météo est juste peut-être la petite goutte, ou en tout cas le petit ingrédient supplémentaire. Mais bon, il n'y a pas besoin de ça non plus, parce que les études montrent aussi qu'il y a cette phase-là, évidemment, mais il y a aussi celle de l'hiver. Quand arrive l'hiver, quand on le petit feu de cheminée, la peau de verre. Exactement. La peau de verre. Voilà. La cheminée. Et voilà. Exactement. Et là aussi. Mais oui, ben, je ne suis que dans les clichés, moi. La bouillotte et la tisane pisse-mémé. Il est temps d'écouter donc celui qui met du soleil et de la chaleur dans nos cœurs. À chaque fois qu'il joue du piano, André Manoukian. Chantez-moi une chanson tout de suite, malgré la semaine. Pour le coup, c'est pas du soleil que je vais mettre. Mais non, c'est de la pluie. Nougaro. La pluie fait des claquettes. C'est génial. On l'entend exactement. Nougaro. Parfois je m'y arrête. Est-ce que je peux demander à Claire qu'elle me fasse un bruitage? Je suis son chapeau claque, son queue de pied vertical. Ce qui est fou, c'est que même dans la diction de Nougaro, il y a quelque chose de percussif, évidemment, dans le choix de ses mots aussi. C'est vrai, André. La pluie fait des claquettes sur le trottoir. Parfois, je m'y arrête, je suis son chapeau claque, son queue de pied vertical, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. C'est pas beau. Alors, Nougaro, il a été influencé dans cette chanson par... tout simplement dansant sous la pluie. Mais là, c'est par le swing qu'elle est suggérée, la pluie. Là, c'est une pluie tranquille, c'est une pluie qui swing, c'est une pluie qui rythme. En fait, c'est extrêmement rassurant quand vous... Dans la nature, vous avez une rythmique régulière qui se passe parce que pour le coup, vous pouvez vous inscrire avec elle. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à compter les gouttes de pluie ou les gouttes qui tombent sur une gouttière avec une espèce de régularité. C'est un jeu qui est vachement bien quand on est sous la couette et puis que le film est naze. Je préfère regarder une série, mais bon, après... Mais c'est formidable parce que... Mais oui, c'est ça. Non, mais il faut la voir, la nature, il faut l'écouter. Et surtout, ça vous permet, encore une fois, de jouer avec. Et c'est ça qui fait Nougaro. Il joue avec nos nerfs. Il joue parce que finalement, le swing, c'est un découpage du temps. Comme de la même manière que la pluie, elle découpe le son qui est autour de vous. Et donc, ça vous donne des balises dans lesquelles vous pouvez vous inscrire et vous êtes dans un univers familier parce que simplement vous y êtes. Et comme le rythme de vos pas. Et après, quand vous vous amusez à faire des claquettes dans les flaques, c'est génial. Alice s'amuse souvent à faire des claquettes dans les flaques. Ouais, je sais. Il espiègle. Merci André, comme on le voit depuis le début de l'émission, et d'ailleurs c'est exactement ce que vous disiez, la météo joue un rôle essentiel sur nos émotions, puisqu'il est question d'émotions dans ce que vous dites. Mais c'est pas tout. Stan, il paraît que vous avez fait une découverte étonnante. Vous n'êtes pas prête. Moi, c'est incroyable. En préparant cette émission, je suis tombé sur une théorie nihiliste concernant la météo. Et j'ai dégoté un auteur qui en parle très bien. Cet auteur, c'est lui, musique. Oui, Benabar. Benabar, il parle de l'effet papillon. Vous la connaissez cette théorie, une théorie selon laquelle le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Mexique. Vous vous rendez compte, si le battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde, imaginez ce qu'une tornade peut provoquer sur l'histoire de l'humanité. Imaginez comment la météo a pu changer le cours de l'histoire. Parce que nous sommes météo-sensibles, mais l'histoire l'est aussi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Chloé Nabédian. Je vous propose de regarder ça et on en parle juste après.
L'histoire est météo-sensible, la preuve. S'il y a une révolution française, la faute à qui? Ni à Voltaire, ni à Rousseau, mais à la météo. Lors de la prise de la Bastille au XVIIIe, le soulèvement de la population est né justement de 2-3 années terribles d'un point de vue météo. Il y a eu une succession de très grandes sécheresses, d'hivers hyper froids, hyper rudes, où à la fin, en fait, plus personne ne pouvait se nourrir et ne pouvait même plus manger de pain. Et finalement, est née de là cette lutte et cette montée en puissance de la Révolution française. Autre exemple, s'il y a une seconde guerre mondiale, à qui la faute? À la météo qui a sauvé la vie d'Hitler. Bravo la météo. Il faut savoir qu'en 1939, il y avait quelqu'un qui a mis en place tout un système pour qu'une bombe explose lors d'un grand rassemblement avec les soutiens d'Hitler et Hitler lui-même. Et il se trouve que ce jour-là, il y a eu de la pluie. Et du coup, Hitler, qui devait se rendre dans une autre ville en Allemagne, ne pouvait plus prendre l'avion. Il a été obligé de prendre le train. Et donc, il a dû partir beaucoup plus tôt. Et quand la bombe a explosé, Hitler n'était plus là. Alors que si jamais il avait fait très beau, il aurait pris l'avion et peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de Seconde Guerre mondiale. Heureusement, la météo a fini par se ranger du côté des Alliés en leur filant un coup de main lors du débarquement sur les plages de Normandie. Et les Alliés ont eu le nez très fin parce qu'ils avaient réussi à avoir des stations météo particulièrement importantes. Et ils ont vu une fenêtre de tir d'une journée à peine entre deux perturbations pour pouvoir faire ce débarquement. Mais les Allemands n'avaient pas assez donné la météo et eux pensaient qu'il allait encore avoir une tempête pendant 10 jours consécutifs et que jamais ils auraient pu faire un débarquement à ce moment-là. Même le général était rentré chez lui pour l'anniversaire de sa femme. Enfin, et là, le débarquement a lieu. Et ça, c'est uniquement parce que les Allemands n'avaient pas la bonne information météo. Merci beaucoup, Stan, pour ce point d'histoire. Vous étiez au courant autour de la table? Non. Oh non, quel dommage, là, le coup d'Hitler, là, mais pétard, à quoi ça tient, quoi? En même temps, ce ne serait Quel pas connu enfer. parce qu'on n'aurait pas existé. Vous croyez? Bah, Si, on se serait certainement. rencontrés quand même. Je suis pas sûre. Si autour d'une asperge, manifestement. Alors, la météo bouleverse nos émotions. Elle peut aussi, comme on vient de le voir dans ce sujet, bouleverser l'histoire du monde. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi un véritable impact sur nos activités économiques. Par exemple, on le sait bien, Agathe, les audiences radio et télé sont beaucoup moins bonnes dès qu'il fait beau. Et puis, il y a aussi les appels à projets qui marchent moins bien quand il fait beau. Selon une étude danoise, la générosité des investisseurs dépendrait du temps qu'il fait. C'est un truc de fou. Et dans le livre de Louis, on voit aussi que la météo peut avoir de l'influence sur une élection, notamment en termes de participation. Contrairement à ce qu'on croit, un grand soleil peut nous inciter à aller voter, tout simplement parce que c'est une excuse pour aller faire une balade le dimanche. Voilà. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a des études qui ont permis d'établir que le soleil favoriserait la gauche et la pluie, la droite. Non, mais je vous promets. Donc voilà, ça c'est ce qu'on apprend dans le livre de Louis Baudin que je vous invite à vous procurer. Bon, et bah, écoutez, on va parler d'un autre phénomène météo qui fascine alors, qui suscite en tout cas de nombreux fantasmes. C'est évidemment la pleine lune. Dans son livre, Louis évoque certains scientifiques qui pensent que le rayonnement électromagnétique émis par la lune doit avoir un impact sur notre système nerveux. On appelle ça l'effet transylvanien. Est-ce que vous y croyez, Christophe ? C'est très beau, oui, cette appellation effet transylvanien, ça fait penser aux vampires de Transylvanie. C'est beau, mais c'est faux, puisque toutes les études montrent que l'effet est très très limité. Par exemple, à un moment, on pensait que les admissions dans les services de psychiatrie ou dans les maternités obéissaient plus ou moins aux phases de la Lune, ce qui était logique, puisque la Lune commande bien aux marées, donc pourquoi elle ne commanderait pas à nos corps? Mais en réalité, non, ça ne marche pas. La seule petite corrélation qu'on a retrouvée, c'est la pleine Lune et les insomnies, parce qu'effectivement, il y a une luminosité accrue. Ça serait dû à ça. Oui, voilà. Donc, si on a des bons volets, la pleine lune on se n'influe pas sur protège nos des effets de la pleine lune. Donc en fait, ça montre qu'il y a quand même ce qu'on appelle des corrélations illusoires, puisque beaucoup de personnes sont quand même persuadées d'avoir observé un effet de la pleine lune sur leur comportement, celui de leurs enfants, celui de leurs animaux. Et ça, c'est les corrélations illusoires. C'est-à-dire que notre mémoire se souvient mieux des événements que des non-événements. Les jours où vous êtes en retard, vous avez l'impression que tous les feux sont au rouge. C'est un événement parce que ça attire votre attention, ça perturbe vos émotions, etc. Vous oubliez tous les jours où vous étiez en retard et où tous les feux étaient au vert, c'était un non-événement, donc vous n'avez pas mémorisé. Et du coup, vous en tirez une loi erronée qui est chaque fois que je suis en retard, les feux sont en rouge ou les métros sont à l'arrêt. Mais si on vous suivait sur votre vie entière, ça ne marcherait pas. La pleine lune obéit un tout petit peu à ces phénomènes de corrélation illusoire.
Et alors, donc, le cliché sur la pleine lune, brisé. Voilà, par Christophe Désolé, André, maintenant. Et j'en profite pour ajouter que, pareil, la météorologie n'est pas influencée par la Lune. Alors, pour le coup, j'ai participé à une étude pour voir si on pouvait trouver une corrélation entre les deux. Non. Donc, quand on me dit régulièrement « Ah, c'est la pleine Lune, donc le temps va changer » ou autre, non, ça ne marche pas, je vous le dis. Bon, bah écoutez, voilà, quoi, ils ont cassé notre rêve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous J'ai une dise petite question. Est-ce que, par exemple, les grandes marées ont un effet sur la météo ou pas? Alors ça, c'est une question qu'on pose sur le Vraiment littoral. en local? Ça, c'est une question dont j'ai débattu tout le temps où j'ai fait de la course au large parce que c'était vraiment un des sujets. Est-ce qu'effectivement, les marées... Alors, moi, je pense que sur le littoral, oui, ça peut avoir une influence. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous regardez l'épaisseur de la masse d'air entre la basse marée et la haute mer, eh bien, il y a une petite différence. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un petit phénomène physique qui se produit, de la compression. Donc, forcément, les particules dans ce petit champ-là bougent un petit peu. Donc, il est fort probable qu'effectivement, sur toute la frange littorale, pas ailleurs, on puisse avoir une petite influence des marées, effectivement. Bon, on a parlé du sommeil, on a parlé même de maternité, on n'a pas parlé bouffe encore, Daniel Jerkens. Il y a une expression qu'on entend souvent dans les émissions de cuisine, c'est mettre du soleil dans l'assiette. Est-ce que C'est drôle, il est bizarre cet accent. Mais je sais parce que je ne l'ai pas assumé. Non, vous ne l'avez pas assumé. Je ne l'ai pas assumé, donc je vais le refaire. Mettre du soleil dans l'assiette. Mais bon, c'est pas si entre le bassin d'Arcachon et Montpellier, ça ne va pas. Un peu flamand. Occitanie. Oui, il y avait un truc aussi un petit peu flamand. Est-ce que la saisonnalité, Dames en heren, welkom, il commence à se parler flamand. Est-ce que la saisonnalité des aliments nous aide à gérer les humeurs liées à la météo? On en parle avec vous, Daniel. Qui d'autre, évidemment? Parce qu'avec les saisons évolue la sexualité, mais aussi l'appétit. Daniel. Tous les appétits, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, je pense que l'être humain, on l'a déjà dit, est un animal évolué, mais un animal qui s'est constitué au cours d'une très longue période. Et pendant cette très longue période, on s'est nourri de ce qu'on trouvait, ce qui change avec les saisons. Alors, je vous propose de commencer par un petit tour de table. Avec les beaux jours qui reviennent, que rêvez-vous de voir arriver dans vos assiettes? Agathe, je suis navrée, mais je vous exclue de ce tour de table car vous... À mon mariage, le 27 juin, il y avait un stand fondu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La tarte qui fait tous les invités sont témoins. Ah oui, non, moi, c'est... Pardon, c'est le reblochon. Passion, fromage fondu. Les autres... La tomate mozza qu'on attend tous. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, c'est le chocolat, ne regardez pas, moi, que le sucre. L'andouillette. L'andouillette. Tomate ancienne, coupée en deux, un petit peu de persil, un peu d'ail, filet d'huile d'olive. Tout de suite, un truc super chiadé. Les cerises. D'accord, les cerises, ah bon, oui, il va falloir attendre encore un peu. Ah non, les asperges. Bon, alors justement, effectivement, alors, c'est marrant qu'André en ait trouvé une sur la table. Daniel, bon, avec les beaux jours qui arrivent, qu'est-ce qu'il faut mettre au menu? Alors, si j'étais un médecin de médecine traditionnelle chinoise, je vous dirais qu'il faut miser sur, surtout pas faire une détox, mais par contre miser sur... Parce qu'en médecine chinoise, on ne fait surtout pas de détox, c'est trop violent pour le corps. Surtout, c'est une injonction encore. Encore une injonction, mais au contraire, il faut apporter de l'énergie au foie pour faire face à la montée du yang. Et de l'apéro. Est-ce que quelqu'un a compris? Non. Moi non plus, je n'ai pas tout compris à la médecine chinoise. Mais concrètement, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que... J'ai tapé dedans. Il a déjà tapé dedans. Il y a un petit peu moins de... Ça sentait le petit pois frais par ici. En médecine chinoise traditionnelle, comme dans tous les pays finalement, en Asie comme partout, on met à l'honneur au printemps les légumes nouveaux, les végétaux. Et finalement, ça fait sens puisqu'ils nous apportent énormément de fibres, des vitamines, des minéraux et quelque chose aussi de l'ordre d'une sorte de fraîcheur et d'énergie. Alors, évidemment, en France, il y a tous les petits légumes qui viennent du sud, qui commencent à arriver dès le mois de mars-avril. On les a déjà. Donc, les petits pois, je vous en présente quelques-uns que André n'a pas encore mangés. André, voilà, tu peux les prendre. Les asperges, évidemment, les navets qu'on trouve en bottes, les bottes de radis nouveaux, les radis. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ce qu'il y a de formidable à cette saison, c'est de les cuisiner de manière la plus légère possible aussi. Donc, on passe un peu des mijotés de l'hiver, un peu riche, aux salades de l'été avec une sorte de transition un petit peu, alors c'est évidemment la période de la blanquette, etc. Mais aussi, et là on l'oublie, d'un moment formidable qui est celui des cueillettes. Le printemps, c'est vraiment la période de l'année où on peut se mettre à cueillir. Alors, on vous a fait une petite sélection. Là, on va commencer en haut à gauche par le pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est une plante, une sorte de salade sauvage, dont les pousses sont formidables au printemps, notamment parce qu'elles sont dépuratives, elles aident à nettoyer un peu le foie. Et d'autre part, elles contiennent aussi de la vitamine B9 qui favoriserait le renouvellement cellulaire. Bon. À droite, vous avez des fleurs de sureau. Alors, la fleur de sureau peut se consommer en beignet,
Vous la passez dans une pâte à tempura, pâte à beignets, et hop, dans l'huile chaude, c'est délicieux. Et sinon, on en fait un truc qui est très bon. J'avais d'ailleurs donné la recette sur mon Instagram l'année dernière. Vous coupez des fleurs de sureau, vous les mettez pendant une nuit avec des rondelles de citron, du citron bio coupé en grosses tranches, du sucre. Vous laissez mariner 24 heures, et ensuite, vous pressez tout ça. Et le jus, vous l'ébouillantez, et vous le mettez ensuite dans des petites bouteilles, et ça vous fait un super sirop qu'on dilue à l'eau après, et c'est absolument merveilleux. En bas à gauche, vous avez des asperges sauvages qui ne sont pas en fait des asperges, mais qui sont riches en vitamine C, qu'on peut juste poêler doucement. Et enfin, à droite, l'ail des ours. La raclette à l'ail des ours, merveilleux. Ça marche avec tout, là. Qui se cueille en forêt, généralement, dans des lieux un peu humides. Et ça, vous le faites en pesto, c'est délicieux sur des pâtes, c'est aussi délicieux avec une langue de veau. Tranché finement, c'est c'est très bon. C'est très bon. Je vous ai suivi sur le pissenlit et puis vous m'avez perdu sur la langue de veau, c'est bizarre. Bon, je vous en ferai une. Bon, oui. Ah bon non, Daniel, il y a un truc, c'est qu'avec les beaux jours, chez les personnes normales, c'est-à-dire différentes de moi, l'appétit aussi est plus léger, enfin, on a moins besoin de manger. Oui, c'est vrai que quand il fait très très chaud, on se jette assez rarement sur un cassoulet ou sur un bœuf bourguignon. Enfin, bien qu'en Afrique du Nord, il peut faire très très chaud, on mange toujours du couscous en été. Hein. Mais c'est vrai que globalement, on est plus entraîné quasiment naturellement vers des soupes froides, vers des salades, vers des crudités, etc. Et ça fait sens parce que finalement, ça nous hydrate. Et c'est vrai que l'été, on peut en avoir besoin. Et deuxièmement, ça nous apporte un certain nombre d'éléments dont on a vraiment besoin à cette période-là. Je vous donne 2 exemples très rapides. Le premier, le melon. Alors le melon, on connaît tous, notamment le melon de Cavaillon. On s'engouinfre en juillet-août. Et effectivement, on a raison parce qu'il est très riche en eau. Il a très très peu calorique. Il contient des antioxydants, il contient de la vitamine A et de la vitamine C. Alors, la vitamine A est bonne pour la peau, la vitamine C, c'est plutôt bon pour l'immunité. Et on trouve aussi là-dedans du potassium et du calcium. Et notamment, le potassium aide à lutter contre la rétention d'eau. Donc c'est vrai que honnêtement, le melon, on peut s'en... Ali me regarde quand vous parlez de rétention d'eau, c'est très agréable. Merci. Il me regarde, il fait... J'ai envie de dire, encore une injection. Non mais franchement, ce que je vis, Christophe André, s'il vous plaît, puis-je m'allonger dans votre cabinet prochainement? Ça ne va pas. Pardon, Daniel. Et deuxième exemple avec l'abricot, qui est, lorsqu'il est vraiment mûr, un don des dieux. Quand il n'est pas mûr, franchement, c'est pas terrible, l'abricot. Ouais. Et l'abricot, il est riche en fibres, il contient du bêta-carotène, ce qui aide à préparer la peau au soleil, il contient du fer, il contient du cuivre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, on est assez naturellement, lorsqu'on mange en tout cas beaucoup de fruits et légumes, assez naturellement porté vers des produits de saison. Et je vous donne 2 tout petits trucs. Le melon, il est aussi excellent en version salée. Par exemple, vous faites du melon avec de la mozzarella, un filet d'huile d'olive, sel, poivre, c'est délicieux. Et l'abricot, vous pouvez aussi le faire en brochette. Vous intercalez des oreillons d'abricot frais avec des morceaux de nougat. Vous passez ça un tout petit peu sur le grill ou sur le barbecue. C'est absolument délicieux. Et la cuisson conserve les vertus nutritionnelles de l'abricot, du bêta-carotène? Ça va les abîmer un peu. Mais bon, l'idée, c'est pas de les rôtir et d'en faire une confiture non plus. On peut en faire un clafoutis. Moi, ça fait 1 heure que je mange cru les asperges et les petits pois, c'est vachement bien. Alors, l'asperge crue, ça se mange très très bien. Alors, peut-être pas le bout, hein, mais la tête sans aucun problème. D'ailleurs, on peut les passer aussi à la, comment on appelle ça, à la mandoline pour en faire des, des feuilles très très. Pas mal pour l'apéro, la fille qui ne parle et que de effectivement, l'apéro. le petit pois cru est délicieux et aussi le petit pois marche très très bien avec le pamplemousse. Pareil, petit twist pour faire un peu waouh. Ouais. Merci Daniel pour ces belles idées. Alors Christophe, certains vivent la sortie de l'hiver comme une libération, une renaissance après avoir vécu ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. C'est une forme de dépression causée par la météo. Retrouver les rayons du soleil et la vitamine D qui va avec. Retrouver également la beauté d'un ciel bleu et les nuages cotonneux. Tout ça procure du bien-être. C'est ce qu'explique notamment l'écrivain Stéphane Haudegui dans son livre « La théorie des nuages ». Alors quand vos patients suivent une psychothérapie, mon cher Christophe, est-ce qu'ils la vivent de la même manière l'hiver ou l'été, quand il fait beau ou quand il fait mauvais? Non, c'est très différent et d'autant plus s'ils souffrent de ce trouble affectif saisonnier dont vous parlez. C'est une dépression très particulière. C'est une des seules dépressions qui s'accompagne d'une augmentation de l'appétit. La plupart coupent l'appétit et d'une augmentation du temps de sommeil. Et on pense que c'est une forme d'hibernation, puisqu'on sait qu'il y a une fragilité génétique, en tout cas une transmission génétique de ce type de dépression, et que donc les personnes qui en souffrent, finalement, auraient hérité
activer des gènes prédisposant à l'hibernation. Alors elle se soigne relativement bien avec la luminothérapie, donc la lumière fait beaucoup de bien et effectivement les sorties d'hiver, l'arrivée du printemps avec l'augmentation spectaculaire du temps d'exposition au soleil marche fort bien. Mais ce n'est pas les seules pathologies. En hiver, on a aussi une augmentation très nette des pathologies comme le trouble obsessionnel compulsif, la schizophrénie, les troubles de l'attention. Et vous savez sur quoi on s'est basé pour s'apercevoir de ça? Ce n'est pas tellement sur des enquêtes, parce que parfois les gens ne disent pas la vérité, c'est sur les recherches sur Internet. On s'aperçoit que sur les moteurs de recherche, en hiver, les recherches sont très augmentées, par exemple, sur les troubles de l'attention, les TOC et ces choses-là, comme si finalement le relatif confinement de l'hiver nous poussait à être face à nos souffrances et à moins bien les supporter. Et le dernier point de votre question sur les demandes de consultation, ce n'est pas très lié en fait aux histoires de météo, de temps qu'il fait, c'est lié aux rythmes sociaux. En général, on prend des résolutions de rentrée. À l'automne, en septembre, pour la rentrée où on a cogité pendant les vacances, ou au 1er janvier pour le démarrage de l'année nouvelle. Donc, une fois de plus, ce qui pourrait ressembler à une influence météo est en fait une influence culturelle. Les deux sont très liés. Alors notre résolution, ça va qu'à être de regarder le ciel, tiens, puisqu'on en parle. Daniel, André et Stan, avant l'émission, vous a demandé de choisir un tableau où on voit un ciel que vous aimez énormément. Alors regardez ce que vous avez choisi. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas forcément choisi des ciels bleus, au contraire. Alors nous sommes allés en parler avec l'écrivain et designer français Jean-Gabriel Causse, qui est spécialiste de l'influence des couleurs sur notre comportement. C'est un sujet signé Sacha Zielinski et Alexis Clerget. La neige. Alors, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que ce blanc, il nous envoûte. On est des plantes vertes qui adorons les lumières fortes. C'est pour ça que beaucoup de gens adorent être à la montagne, parce qu'à la montagne, on a une lumière qui est encore plus forte même que ce que l'on peut avoir en bord de mer. Mais le blanc, en même temps, trop de blanc, au bout d'un moment, c'est déprimant. Si on prend les Inuits, par exemple, qui vivent dans la neige au moins 6 mois par an, à l'intérieur de leurs habitations, vous avez des couleurs vives partout, parce que cette couleur n'est pas forcément très équilibrante, donc c'est une couleur extraordinaire, mais à petite dose. Alors, scientifiquement, on sait aujourd'hui que chaque couleur a sa propre influence. Quand on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, chaque couleur active des zones différentes. Là, par exemple, où on arrive au printemps avec une prairie vert clair magnifique, ce vert-là, c'est la couleur de l'équilibre. C'est la couleur, par définition, qui nous inspire confiance. On a besoin, tous, d'avoir toutes les couleurs. C'est ce que l'on a au printemps, on a cette chance, on a toutes les fleurs, on a vraiment une explosion de couleurs qui nous fait du bien, qui nous donne d'ailleurs envie, par mimétisme, de s'habiller un peu plus en couleurs. Le bleu du ciel ou le bleu de la mer, c'est la couleur préférée, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, certainement pour ça. Personne n'est insensible à un lagon absolument magnifique. C'est extraordinaire pour réguler l'humeur et pour nous remettre de bonne humeur. On a besoin de lumière. Alors l'automne est une saison particulièrement importante. Ces couleurs, notre inconscient les réclame. C'est-à-dire que notre inconscient, si vous passez directement de l'été à l'hiver, vous allez trouver ça absolument horrible. Donc là, il y a cette transition douce par les ocres et les orangés. Ça vous réchauffe un tout petit peu pour aborder l'hiver. Voilà, c'est le manteau que la nature nous donne pour nous préparer à passer l'hiver. Alors, on a dit du bien de la lumière jusqu'à présent, mais on peut en dire du mal sur cette photo. Un éclair, parce que là, c'est vraiment la lumière négative. C'est la seule que l'on ne supporte pas et qui nous crée des angoisses. Et on est dans le noir. Et là, le noir, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas équilibré quand on est dans du noir. Parce que, encore une fois, notre inconscient nous réclame de la couleur. Et là, notre inconscient, il se dit, attention, danger. Alors, un ciel gris, c'est déprimant. Vous passez 6 jours sous la pluie, si vous n'avez pas votre dose de ciel bleu, forcément, vous allez un petit peu déprimer. Il y a eu une étude assez intéressante qui a été menée dans le métro, où on regardait à quel point les gens souriaient et quel était le temps au-dessus. Et on s'est rendu compte que les gens sourient beaucoup plus quand il fait beau, donc c'est un bon indicateur. Je ne sais pas vous, mais moi, il me fait du bien, ce Jean-Gabriel Causse. Ouais, je vous disais, il y a vraiment des bonnes ondes. Hein. Christophe, justement, est-ce qu'on sait si les couleurs peuvent représenter un outil thérapeutique efficace ? Oui, on s'en sert par exemple en médecine pour les comprimés placebo.
Si vous voulez avoir un effet placebo en prescrivant des antalgiques ou des somnifères, il faut que vos comprimés soient plutôt bleus. Si vous voulez par contre faire croire aux gens que ce sont des vitamines ou des dynamisants, il faut que ce soit plutôt des comprimés rouges ou oranges, des couleurs chaudes. Donc il y a un effet également, quand on fait des recherches en laboratoire, on s'aperçoit que quand on demande aux volontaires d'accomplir des tâches requérant de l'attention, de la créativité, le rouge a un effet légèrement stimulant sur l'attention. Si vous voulez rendre les enfants un peu plus attentifs, eh bien le rouge a peut-être des effets au niveau de l'éveil, alors que le bleu augmente la créativité. Mais on n'est pas tout à fait sûr que ça soit un effet biologique. Il y a aussi un effet psychologique et culturel important. Par exemple, quand vous prenez des volontaires, que vous les mettez dans un environnement froid et que vous leur proposez des vêtements pour se réchauffer, des pulls verts, ils vont choisir systématiquement les vêtements chauds de couleur rouge, parce qu'ils attribuent à la couleur rouge des vertus réchauffantes que vont avoir aussi les pulls verts bleus également. Donc, une fois de plus, c'est comme pour la météo, tout ça est intriqué, des éventuels effets biologiques, des effets psychologiques, et en tout cas, les couleurs ont bel et bien un effet sur des petits détails, mille et un petits détails de notre vie. Louis Baudin, est-ce que lorsque vous annoncez du beau temps, la météo, est-ce que ça vous rend de bonne humeur ? Oui, ça me rend de bonne humeur, mais en même temps, je fais attention maintenant à mon vocabulaire. Je l'ai un peu fait évoluer, parce que c'est vrai que très longtemps, on a dit beau temps, c'est quoi ? C'est ciel bleu, température 20 degrés au moins, voilà, c'est ça le beau temps. Non, le beau temps, c'est pas celui-là. Forcément, il y a des moments où le beau temps, c'est aussi le retour de la pluie. C'est aussi l'équilibre. C'est aussi le moment où, après une grande séquence de ciel bleu, eh bien, il faut quelques passages nuageux pour trouver cet équilibre, que la nature ait cet équilibre, et qu'on retrouve aussi ces couleurs, parce que une nature qui est complètement jaune, une nature où on la voit dépérir, ben, c'est pas forcément une nature qu'on a envie de voir. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Et je fais attention maintenant dans la façon de prévoir et d'annoncer le temps, de mesurer tout ça. Donc je suis un peu moins, j'allais dire euphorique quand je dis grand ciel bleu, non. Et puis en même temps très déprimant en disant il va pleuvoir. Non, j'essaie de trouver le bon équilibre. Et puis là aussi, c'est important de retrouver ce rapport-là et de retrouver aussi du plaisir à être dans un ciel qui est un peu plus menaçant ou un peu plus gris, parce que ça a aussi son charme, hein, un gradé de gris sur les toits parisiens, là, comme je voyais tout à l'heure. Ben, moi, je trouve ça assez beau. Je suis d'accord, si ça dure 6 jours, je vais en avoir marre comme tout le monde. Mais c'est bien cette alternance. Je trouve que c'est important de retrouver ça et de l'accepter, et puis même d'y trouver du plaisir, hein, marcher sous la pluie. Je suis atterré parce que maintenant, dans Paris, on me dit « Louis, il pleut ce midi ou il pleut pas ?» Et si je dis « il pleut », ah bon, bah, je sors pas. Non, mais c'est bien de marcher sous la pluie aussi. Voilà, on se prépare. Et donc, voilà, j'ai envie qu'on retrouve du plaisir à aller marcher aussi sous la pluie, dans le vent. J'adore aussi les tempêtes, j'ai vu ça en mer et autres. Mais bon, sans aller jusque-là, retrouver juste le goût du quotidien sous la météo qu'il fait. Merci beaucoup, Louis Baudin, d'être venu ce matin dans Bel et Bien. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Louis. Pendant que tout le monde mange des asperges crues, ça va, on ne vous dérange pas trop? Je voudrais quand même vous signaler l'excellent bouquin de Jean-Gabriel Causse qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs et qui est disponible aux éditions du Palio. Alors, on l'a dit, la météo joue sur notre humeur parce que c'est visuel, puisqu'on a parlé des couleurs, mais pas seulement. Il y a aussi des bruits, des ambiances qui nous plongent directement dans une saison. Si vous entendez ça, par exemple, comment est-ce que vous vous sentez? Ah, les vacances. Attendez. Vous le voyez, Ali, sur sa planche de surf, à Biarritz, sous une petite pluie fine, mais qui brave quand même ce petit crachin pour prendre la wave. Et pourtant, ce bruit n'est pas celui de vraies vagues. C'est tout le travail du bruiteur professionnel. On en accueille une, Claire André. Bienvenue, Claire. Bonjour, Claire. Vous faites du bruitage pour de la publicité, des dessins animés, des films. Et pour faire vos bruits, vous utilisez toutes sortes d'objets, des chaussures, des vaisselles, des jouets. C'est quoi l'objet le plus original que vous ayez utilisé Alors, je ne sais pas si c'est l'objet le plus original, mais en tout cas, c'est celui qui m'a surpris le premier. Si je parle de noix de coco, est-ce que ça parle à quelqu'un en termes de bruitage? Oui. Ah oui, un bruit des chevaux. Creux. Exactement. Et ben en fait, on ne fait pas vraiment les bruits des chevaux avec des noix de coco. Ça, c'est grâce au Monty Python et à Sacré Graal qu'on a tous cette image en tête. C'est vrai qu'en bruitage, on utilise plutôt des entonnoirs en plastique qui sont un peu plus ronds et qui permettent de faire un terrain un peu plus lourd pour les chevaux. Et voilà, grosse surprise quand j'ai découvert ça. Moi qui pensais que la noix de coco était le cheval, et ben non. Alors Claire, votre métier consiste à produire ce que vous appelez le bruit ponctuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Oui, en fait, le bruiteur, il va, donc à partir de plein d'objets, fabriquer des sons pour habiller l'image des films, des séries et autres objets audiovisuels. Et en fait, on va s'attacher à sonoriser principalement les personnages des films. C'est-à-dire qu'il y a les monteurs son qui vont s'occuper de tout ce qui est ambiance, là où le bruiteur va se concentrer sur le personnage. Donc on va faire tout ce qu'il fait et qui est censé faire du bruit. Donc par exemple, les bruits des pas, des vêtements ou tous les objets. S'il pose un verre, il faut que je pose le verre. S'il frappe à une porte, je vais frapper à une porte, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup parlé de ce qui nous rendait bien, de ce qui nous angoissait lié à la météo. Donc on vous a fait venir pour ça, pour nous mettre des ambiances. On va faire une petite expérience. Vous allez rejoindre la cabine derrière le plateau, si vous le voulez bien. Et Claire va vous faire différents bruits de pas. Et à vous de deviner dans quel univers vous êtes, lié à la nature et à la météo, bien entendu. Donc fermez les yeux. On va vous mettre, vous aussi à la maison, Claire va vous mettre dans une ambiance. Et là, vous allez bien sentir ce que la nature et la météo peuvent avoir comme influence sur votre morale. C'est parti, Claire. Première ambiance. Alors, à votre avis, il s'agit de? Du sable. Les pas dans le sable. Les pas dans le sable. Tout le monde est d'accord? Pas dans le sable, du gros. Bravo, Claire, évidemment. Ce sont des pas dans le sable. Plutôt apaisant quand même. Hein. On était bien là. Si vous pouvez continuer, Claire, à faire vos petits bruitages, parce que là, regardez, on peut faire le bruitage sur les images, du coup. Regardez. C'est fou, hein? C'est génial. C'est incroyable. On fait une autre ambiance maintenant. Fermez les yeux. 2 salles, 2 ambiances. Oh, j'ai pas froid. En effet, André. Ah ben voilà, c'est la neige. Bah, Daniel se pèle. Voilà, là on marche dans la neige, on voit au loin la cheminée qui fume. Vous avez raison, le reblochon est en train de fondre. La raclette. C'est incroyable quand même. Hein. Ça, c'est une neige de 2 jours parce qu'elle commence déjà à se tasser un petit peu. Voilà. Et puis, on va faire une autre ambiance maintenant. Vous fermez les yeux et vous me dites où vous vous trouvez. Sous la pluie. Ah, bah ça, Elsa, bien sûr, tout de suite. Bravo, Elsa, qui a été la plus rapide. Alors, regardez le bruitage sur des images. Ça marche. C'est incroyable, hein? Voilà, bravo Claire et merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, c'est un métier Claire. incroyable. Bon, et si on écoutait de la musique maintenant avec André Manoukian, je sais pas, ça me reprend. Allez, à votre piano, merci. Et bien cette fois-ci, c'est le soleil. Cette fois-ci, c'est Let the Sunshine. Mais alors, c'est un soleil très spécial. C'est un soleil qui était porteur à l'époque de nudité, de scandale. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps encore, d'interviewer Julien Clerc à propos de cette comédie musicale qui va le lancer, puisqu'elle s'appelle R. Et quand on vient le chercher pour lui dire, bah voilà, cette comédie musicale américaine qui était off-Broadway. Pourquoi elle était off-Broadway? Parce que là-bas, personne n'en voulait. Les deux compositeurs, les 2 auteurs, les 2 producteurs de cette comédie musicale étaient considérés comme des ringards. C'était un peu des papys qui avaient laissé passer leur temps, on va dire. Donc, imaginez le truc le plus transgressif qui soit, fait par 2 messieurs d'un certain âge et tout. On n'y croit pas une seconde. On la met en off et du coup, elle va cartonner. Il faut quand même rappeler un truc. C'est qu'on est en 1968, c'est que l'Amérique est en pleine guerre du Vietnam. En pleine guerre du Vietnam, les Américains font une comédie musicale qui a pour sujet des jeunes qui ne veulent pas y aller. C'est quand même gonflé. Imaginez-nous en France, avec tous les... je sais pas, vous imaginez une comédie musicale sur la guerre d'Algérie? Sûrement pas. Les films, tout ça. Tout est toujours mis sous le boisseau, sous le tapis. Et là-bas, ils ont cette capacité, les anglo-saxons, à traiter de sujets brûlants d'actualité immédiatement en musique. Quand la comédie musicale fait un carton à Broadway, du coup, en France, on demande à Julien Clerc
qui incarne, il vient juste de faire un single qui s'appelle La Cavalerie, avec Rod Agile. Il a ses cheveux bouclés, il a cette voix et ce lyrisme, j'allais un peu véhément. Quand on lui propose de faire ça, tout de suite, il dit bah non, ça ne m'intéresse pas de me retrouver à poil devant, parce que voilà, c'est ce qu'on a. Alors du coup, les producteurs lui payent un billet d'avion pour Londres, il va à Londres, il va voir ça, et là, il en sort, il dit ok, je le fais, parce que le spectacle est juste incroyable. Là où c'est drôle, c'est qu'à l'époque, déjà, c'était une forme de happening. Il disait, moi, j'étais assis sur scène, à gauche, le rideau était fermé, dans un poncho, les gens s'installaient, et puis tout d'un coup, les chanteurs arrivaient de partout, ils se mettaient sur scène, et puis ça démarrait. Il dit, pendant les répétitions, c'était un peu chiant, parce que il y avait des vieux voyeurs qui venaient en se disant on va mater des gonzesses. Donc il y avait une espèce d'assemblée un peu hétéroclite entre des vieux mecs salaces et des jeunes hippies qui étaient super antimilitaristes. Et ça donne ce chef-d'œuvre. Traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde glacé de solitude. On va pas l'avoir. Et je conseille d'ailleurs le film de Miloš Forman, adapté de la comédie musicale. Excellent film à regarder ce week-end, pourquoi pas. Merci pour beaucoup. se faire du bien, voilà. Merci André, merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Allez, on vous retrouve évidemment tous les jours de la semaine sur France Inter pour votre émission qui s'appelle Grand Bien vous fasse. Si vous ne connaissez pas, précipitez-vous, c'est à 10h05. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h sur France 4. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Bel et Bien sur France 2. Bon week-end. Bon week-end à tous. The sunshine.